Kenny play Mukoko. Alors, la goutte, en fait, est vraiment une maladie importante. Voilà, ça, c'est mes liens d'intérêt. Alors voilà, le patient type, c'est ça. Voilà, c'est un patient, c'est un de mes patients il y a 40 ans. Vous voyez, je l'ai vu quand j'étais chef de clinique en 1986. C'était un patient qui était en surpoids et qui était ce qu'on appelle cardiométabolique et rénal. Cardiométabolique parce qu'il avait le diabète, l'hypertension, le surpoids. Le rein, il avait une insuffisance rénale stade 4. Pourquoi? Parce qu'il avait boulotté des AINS pour ses crises de gouttes. Et donc, il avait détruit petit à petit son rein, en parallèle, bien sûr, au diabète insuffisamment contrôlé et à l'hypertension. Et donc, il avait une goutte grave. Vous voyez que c'est tophus gouteux qui donne des dactylites goûteuses. Et vous voyez aussi que sur les radios, eh bien, il y a des encoches sur le pouce, par exemple. Alors, l'évolution de ce patient, c'est malheureusement qu'il a fait un infarctus mortel. Donc ça, c'est le phénotype du patient qu'on ne doit plus voir. Oui. Alors, en fait, c'est une maladie qui est, et quand je vois les patients, je leur dis, vous avez de la chance, je vais vous guérir, vous allez guérir, parce qu'elle est curable. Et pourquoi elle n'est pas souvent guérie? C'est parce qu'il y a une mauvaise image de l'adulte, un manque d'intérêt des médecins. Alors, c'est ce que disait Zoé, c'est de la faute des gens, ils mangent trop, ils boivent tout. Ça a été pendant très longtemps. Ça a été pendant très longtemps le concept. C'est une image d'Épinal, vous voyez, c'est Monsieur Pickwick. Donc, on disait une maladie auto-infligée. Donc, les gens sont des débauchés. On avait même mis le sexe là-dedans à une époque, l'alcool, les excès alimentaires. Après, on dit, bah, c'est une maladie vieillotte, c'est pas grave, et on en rigole en disant, ouais, c'est comme donc, les gens se sentent coupables. Et finalement, ces malades sont tellement culpabilisés par l'entourage qui n'en parle pas et qui restent chez eux. Alors qu'en réalité, c'est une maladie qui est grave, avec un risque cardiaque, un risque rénal, un risque d'infarctus, et elle est parfaitement curable. Donc, simplement, l'image d'Épinal que vous avez là, bah, vous l'oubliez, c'est pas le monsieur un peu gros. Moi, je vois des patients d'origine asiatique qui sont maigres, qui mangent healthy et qui ont des gouttes graves. Donc, c'est pas eux, c'est génétique. Répétez, Zoé, c'est génétique. C'est génétique. Et donc, le seul point, c'est qu'il faut prendre un petit peu de temps pour expliquer au malade ce qu'est la goutte. Et en fait, moi, je le fais en consultation avec 6 dessins. Et en 6 dessins et en un quart d'heure, on explique tout. Alors, la goutte, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une maladie de surcharge en acide urique. C'est une maladie génétique, ça je vous l'ai dit, on verra pourquoi. C'est une maladie métabolique, puisqu'il y a une anomalie après cette hyperuricémie. Et puis, cette hyperuricémie, vous l'avez sur la gauche, elle est d'origine génétique. Elle peut aussi être favorisée par l'alimentation, c'est vrai, par la source rénale, par les médicaments, et elle est souvent isolée. En fait, quand on prend des gens qui ont un excès d'acide urique et qu'on dose, on regarde si en échographie il y a des dépôts de cristaux, parce que c'est ce qu'on fait, on voit des dépôts. Donc il y a une forme où il n'y a rien et une forme d'hyperuricémie où il y a déjà des cristaux. Et pour certains rhumatologues, c'est déjà la goutte. Sauf que ils n'ont pas encore fait de crise inflammatoire. Et probablement parce qu'il y a des systèmes de régulation. Les cristaux sont inhibés en termes de réponse inflammatoire. Et puis après, ils font une crise de goutte. Alors on trouve dans le liquide, vous voyez, des cristaux. La crise de goutte, c'est ça, hein, pour le podologue, c'est facile. C'est le kyphe total, c'est une arthrite aiguë de la base du gros orteil. Pas seulement, ça peut être l'interphalangienne du gros orteil, ça peut être les autres MTP, métatarso-phalangienne, ça peut être le coup de pied, ça peut être la cheville. Pourquoi? Parce que la goutte commence au pied. Pourquoi elle commence au pied? Parce que c'est froid et qu'à 35 degrés, il faut moins d'uricémie pour créer des cristaux. Alors qu'il n'y a pas de goutte dans le cœur, 37 degrés, juste pour rire. Et c'est une maladie qui est très importante pour nous parce qu'on a la preuve, quand on trouve les cristaux dans l'articulation, que c'est la goutte. Vous voyez, on a un gold standard, comme on dit. On n'a pas de problème diagnostique avec la goutte. C'est un régal. Donc, on fait une crise, puis après, quelques mois ou un an après, on fait une deuxième crise, on fait crise sur crise. En fait, les cristaux vont s'agglomérer à la surface du cartilage. Vous avez le dessin en arthroscopie à gauche. Et ils peuvent aussi être formés des masses énormes. Vous voyez, mon malade, il avait des masses de cristaux autour des doigts, une dactylite goûteuse. Alors, vous avez tous joué au Lego. Oui, Elia, Bertrand, vous avez joué au Lego.
Moi, j'ai joué au Lego aussi, hein, je suis plus vieux que vous. Alors, vous imaginez un cristal, une pièce de Lego, un château de Lego, un toffus, puisque ça s'appelle des toffus. Soit on ne les voit pas, soit on les voit. Et puis après, bah, ça détruit les articulations. Donc, en fait, tout est lié à un excès d'acide urique. Donc, il y a une vieille définition qu'il faut oublier, c'est 70 mg par litre. Les laboratoires un petit peu anciens donnent des valeurs homme, femme, chien, chat. Non, c'est la même pour tout le monde. On n'en tient pas compte des valeurs des laboratoires. On n'a qu'un seul chiffre en tête pour nous, rhumatologues, c'est 60 mg par litre ou 360 micromoles par litre. Et ça, c'est de la physiopathe qu'on va revoir dans un instant. C'est en dessous de 60, il n'y a pas de cristaux. Au-dessus de 60, certaines personnes peuvent faire des cristaux. Et c'est réversible. Là, vous avez une courbe qui est très intéressante. C'est des médecins américains, il y avait à peu près 4000 médecins, qu'on a suivis pendant des années. Et on avait l'uricémie au départ, vous voyez, 360, 415, etc. Et vous voyez que l'arrivée des patients, ces hommes, ces médecins américains, développent la goutte. Vous voyez que ça devient exponentiel au-dessus de 480, 500, 600. Mais le seuil d'inflexion de la courbe, c'est aux alentours de 360. Donc pour nous, c'est la définition de l'hyperuricémie. Ça ne marche plus. Ah, ça y est. Et voilà, c'est 60 mg par litre, c'est le seuil de cristallisation du rate. Alors, qu'est-ce qui explique l'élévation du rate? Alors, il y a des facteurs qui ne sont pas modifiables. C'est la génétique de l'hyperuricémie. Pourquoi? Alors, il y a deux gènes à connaître. En fait, vous imaginez que l'acide urique est filtré par le rein et qu'une partie part dans les urines. Mais avant ça, une partie de l'acide urique est réabsorbée par une pompe à acide urique, un transporteur qu'on appelle urate 1, qui, dans le cas des malades goutteux, est hyperactif. Vous voyez, c'est le TDHA du rein. Et puis, il y a un autre gène qui code pour une autre protéine appelée ABCG2, qui, lui, va éliminer l'acide urique, et dans le rein, et dans le tube digestif. Et lui, il est inactif. Bah, si vous réabsorbez et que vous n'éliminez plus, le niveau monte. Donc ça, on ne peut pas le contrôler. Et donc ça, par exemple, on parlait des jeunes. On a des jeunes, c'est des adolescents de 15 ans, 17 ans, 18 ans. Ils ont la goutte, ils ont des hyperuricémies, et ils sont à 50% mutés ABCG2. Donc, on voit des gouttes chez à 18 ans. Ça existe. Ce n'est pas l'homme de 60 ans. Après, il y a la génétique du poids, il y a le sexe. La femme est protégée avec les hormones jusqu'à la ménopause parce que les œstrogènes font partir l'acide urique par le rein. Il y a l'âge, ça on ne peut pas le modifier, et il y a le rein qui vieillit en parallèle, on ne peut pas le modifier. Pourquoi? Parce que l'insuffisance rénale, en fait, ça empêche l'élimination de l'acide urique. Donc, tu es en insuffisance rénale, tu montes l'acide urique, et vice-versa. Qu'est-ce qui est modifiable? Ben, il y a le poids, parce qu'il y a des corrélations entre poids et goutte et hyperuricémie. Il y a les diurétiques, c'est une catastrophe. Les diurétiques dans l'hypertension sont une catastrophe, parce que ça fait monter l'acide urique. Et vous allez voir des exemples de gouttes aux diurétiques. Et c'est un tableau caricatural. C'est une femme ménopausée, hypertendue, 10 ans de ménopause, 10 ans d'hypertension traitée par diurétique, et la goutte. Et la goutte grave. Donc après, il y a les maladies associées, c'est l'insuffisance rénale, ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Vous savez, il y a le surpoids, l'obésité abdominale, l'hypertension, le diabète et les lipides. Vous avez après la stéatose hépatique. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle CKLM. Donc pour cardiovasculaire, c'est K pour rein, qui naît, L pour liver, foie, M pour métabolique de diabète. Et les généralistes américains, ils ont déjà pris en compte le concept de CKM, cardio-métabolique et rénal. Et maintenant, on leur rajoute le foie. Pourquoi? Parce que la stéatose s'accompagne d'une hyperuricémie. Donc, c'est des malades que voit le généraliste. Ils voient des malades diabétiques, obèses, hypertendus, c'est leur pain quotidien. Je ne sais pas, vous êtes médecin, madame? Oui, oui. Ça, c'est votre pain quotidien. Donc, s'il a mal au pied, le pain quotidien, il a peut-être la goutte, puisque ça fait partie des maladies associées à l'hyperuricémie. Et puis, alimentation. Alors, on a un excès d'acide urique, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, l'hyperuricémie, c'est un facteur de risque cardiovasculaire. Il y a plein de données maintenant, vous voyez, c'est 2025, ça c'est des mises à jour des associations européennes d'hypertension, de cardiovasculaire sur la place de l'hyperuricémie. Et on montre que l'hyperuricémie, indépendamment de la goutte, elle est bien sûr présente chez les malades qu'on vient de voir, voilà, mais seul, c'est un facteur de risque de mortalité cardiovasculaire.
d'AVC, d'insuffisance cardiaque. Et la maladie rénale chronique progresse plus vite quand le malade a une hyperuricémie. Donc, personnellement, moi, ce que je fais quand je fais des bilans, vous savez, des suivis de patients chroniques, je ne fais pas la TSH chez un homme, par exemple. L'homme, la hypothyroïdie, j'en ai jamais vu, c'est exceptionnel. Je fais l'uricémie. Donc, mon bilan, c'est la glycémie, l'hémoglobine glyquée, le bilan lipidique EAL et l'uricémie. C'est le trisyndrome métabolique. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il faut traiter? Non, actuellement, on n'a pas de preuve qu'il faille traiter une hyperuricémie isolée. Il faut essayer de comprendre pourquoi il y a l'hyperuricémie avec ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un diurétique en particulier? Voilà, ça, c'est la courbe de mortalité. Donc, c'est des courbes particulières qu'on appelle des courbes en U ou en J. Vous voyez, ça fait une sorte de U. Donc, au plus bas de la courbe, le risque est moins. Là, vous avez, par exemple, vous êtes entre 200 et 300 micromoles par litre. Et vous voyez que dès qu'on monte, ou dès qu'on est plus bas d'ailleurs, eh bien, on augmente la mortalité cardiovasculaire. Donc, c'est du solide. Hein. Et donc, maintenant, dans les recommandations européennes, on dit qu'il faut doser l'uricémie. Les cardiologues, les hypertensiologues, etc. Et après, on voit ce qu'on en fait. Mais c'est un élément qui fait qu'on doit en tenir compte. Alors maintenant, est-ce que tous les patients hyperuricémiques font la goutte? Ben non. Regardez, on prend 19 000 malades, des hommes pour la moitié, dans des cohortes de suivi cardiovasculaire. Et on prend l'uricémie au départ, on regarde au bout de 15 ans ceux qui ont développé la goutte. Alors, vous voyez que là, c'est ceux qui sont indemnes. Donc là, on voit le pourcentage de malades qui développent la goutte. C'est la bouteille à moitié vide. Et vous voyez que c'est dose dépendant, d'accord, mais que même un malade qui a 100 mg par litre au départ, c'est ici, il n'a qu'un risque sur 2 de développer la goutte. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas traiter pour l'instant tous les malades hyperuricémiques isolés, parce qu'il a peut-être des systèmes de régulation. Alors en France, puisque nous, on est en France, on a fait une étude en 2016, donc il y a 10 ans maintenant, une enquête, et on a montré avec des modèles qu'on était à 0,9% de la population adulte. Donc ça fait 1% grosso modo, ça veut dire qu'on est à peu près à plus de 600 000 malades coûteux. Alors bien sûr, on n'est pas sur les chiffres de diabète, mais pour l'instant on a ça. Regardez bien en Nouvelle-Calédonie, on a 67% qui ont plus de 60 mg par litre et 40% de plus de 70. Et ils ont la goutte. En métropole, on est à 1%. Les Européens en Nouvelle-Calédonie, ils ont 4% et les Polynésiens, 6%. Alors, je vais maintenant à Tahiti. Alors là, c'est catastrophique. On a 71% d'hyperglycémie. On a 15% de goutteux en Polynésie, 25% d'hommes. Là, on se rapproche de ce qui se passe à Taïwan, de ce qui se passe en Nouvelle-Zélande. Vous voyez? Et là, eux, ils ont de la génétique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un point important. Alors, les gouttes maintenant. Les gouttes difficiles à diagnostiquer, on va les voir. Donc, en fait, c'est de la clinique. Quand je vois un malade qui me dit il a la goutte, je lui fais décrire la crise de goutte. Parce que c'est brutal, la douleur et l'inflammation sont au maximum en 24 heures, vous voyez, et ça guérit tout seul en 15 jours. Et en fait, c'est souvent le matin, la nuit, après un repas bien arrosé, ça c'est vrai. Hein. Ça touche le pied. Quand les gens ne peuvent plus supporter le poids du drap, c'est la description historique, hein, mais c'est vrai, hein, ils ne peuvent pas marcher. Ça, c'est pour le podologue. Je cherche à faire plaisir à 2 podologues. Et puis après, on regarde. Moi, je regarde les. Alors, je commence par les coudes, les oreilles et avant les pieds. Vaut mieux parce que c'est quand même un peu plus propre. Et je cherche les tophus. Et les tophus, c'est les amas de cristaux. Regardez là, vous avez le tophus à l'hélix. Alors, c'est uniquement sur la partie cartilagineuse. Là, vous avez une goutte diurétique. Vous voyez? Ça, c'est une charmante dame qui était insuffisance cardiaque sous 500 mg de l'azilix. Elle a développé des doigts comme ça. Et là, vous avez un tophus sur un orteil. Ça, c'est pour faire plaisir à Valentin. Nous, après, on met une aiguille. Alors, soit c'est dans le liquide, soit c'est dans le tophus. Et on regarde entre lame et lamelle. Puis après, on fait des échos. Alors, regardez bien. Ça, c'est les critères américains, européens qu'on a développés dans la description de la goutte. L'érythème, la rougeur, on ne peut supporter le toucher ou la pression. On a du mal à marcher. C'est 1 point à chaque fois. Alors, on arrive à 3 points. On a après l'évolution en maximum en 24 heures, c'est 1 point. Et la résolution complète, c'est un autre point. Et puis maintenant, regardez bien, on met l'uricémie. Et donc, vous avez des points positifs en fonction du niveau d'uricémie. Le seuil, c'est 60, on l'a vu. Mais quand on tombe sur un malade qui a 40 mg par litre, c'est des points négatifs.
pour bien montrer qu'il n'y a pas de goutte sans hyperglycémie. Alors maintenant, vous allez travailler un peu. Ça, c'est une malade que j'ai vue mardi. Il m'a été envoyé par une des collègues généralistes du quartier en me disant, voilà, j'ai vu cette femme, elle a fait une arthrite aiguë du gros orteil. La malade avait sa photo, regardez bien, mais je ne comprends pas bien. Le radiologue me dit que c'est la goutte, et moi j'ai une uricémie à 35 mg par litre. Donc rappelez-vous ce qu'on a vu, hein, moins de 40, c'est bizarre. Alors, à votre avis? Moi, j'avais une notion que sur un épisode aigu, l'uricémie n'était pas forcément la plus haute. C'est exact. C'est-à-dire Elle que, est la dosée à distance. ouais, exactement. Donc au moment d'une hyperuricémie, l'uricémie elle baisse. Mais, d'un excès. Mais elle ne descend pas à 35. Elle va descendre aux alentours de 60. Ok, ça reste dans la limite. 55, 60, 65. Là, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, il a une arthrite aiguë, vous voyez, ça a été sensible à la colchicine. Est-ce que c'est une femme de 45 ans, donc a priori non ménopausée. On m'avait dit qu'il faut poser des quiz, donc je fais des quiz. Alors, le radiologue, il avait fait quoi? Radio écho? Il a fait une radio. Voilà la radio. Alors, qu'est-ce que tu en penses, madame? Je ne connais pas votre prénom. Jeanne, j'espère. Ah bah bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il y a une infirmière qui s'est connectée et un autre médecin généraliste qui s'est connecté. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Il y a quand même, il se passe des choses sur le. Bah, il y a des dépôts. Il y a des dépôts quand C'est même. des dépôts radio-opaques, donc c'est calcique. Et c'est pas le liseré, de toute façon, C'est pas de la chondrocalcinose. Donc ça, c'est ce qu'on voit à l'épaule. Vous savez, les calcifications de l'épaule. C'est des cristaux d'apatite. Et donc ça, c'est, regardez bien, donc là, on a ce qu'on appelle les sésamoïdes. Vous voyez, le sésamoïde, il n'est pas très dense. C'est de l'os, le sésamoïde, donc il y a une corticale, comme ici, il y a une corticale. Mais ça, c'est dense, homogène, arrondi. La première en haut, elle est vraiment très homogène. Celle du milieu est peut-être un petit peu plus hétérogène. Et bien ça, c'est un rhumatisme à apatite. C'est une crise inflammatoire. Et donc, le radiologue, il a dit, suspicion de goutte, pas non, non. Et en fait, c'était un rhumatisme à apatite. Et quand je prends un score qu'on appelle le score de Nijmegen, que vous verrez dans un instant, c'est très peu probable. Mais la présence de radio, pour ça, il faut toujours faire des radios standards. C'était ça la question, c'était tout à l'heure, vous avez parlé d'écho. Oui. Mais l'examen sur un épisode aigu, si on veut faire une imagerie, on commence par la radio et pas d'emblée radio-écho. Alors, moi, je fais radio parce que je veux voir s'il y a autre chose. Oui, ben c'est diagnostic. Et puis après, l'écho, si j'ai un doute diagnostique. Mais je fais radio pour diagnostic différentiel. Ouais. Parce que, vous verrez, on a fait une étude, nous, sur 1000 malades goutteux, vus en médecine générale ou en rhumato-libérale. Et sur les 1007 ou 8 malades, on en a exclu 2 qui avaient une fracture. Voilà, ça, c'est un diagnostic différentiel, vous voyez. Après, on n'a pas vu de rhumatisme à apatite, mais ça, c'est une caricature. Parce que c'est un train peut en cacher un autre. On croit que c'est une crise de goutte. Ce qui n'allait pas, c'est la clinique, c'est une femme. C'est moins probable que l'homme, hein, c'est 80% d'hommes. Elle n'était pas ménopausée. Et elle avait une uricémie dans les chaussettes. Et elle n'était pas asiatique. Comment? Et elle n'était pas asiatique. Elle n'était pas asiatique. Non, mais ça, c'est autre chose. Donc voilà. Donc là, on a un exemple comme quoi. Alors, après, je palpe toujours les coudes pour voir s'il n'y a pas des tophus dans les bursitoles crâniennes, dans les boursoles crâniennes. Et vous voyez, c'est intéressant parce que ça crée des trous dans l'os. Ça clignote. Et on prend le centre du tophus, là, il y a un tophus, et on voit que ça vient de dehors en dedans. C'est de dehors en dedans. Et vous voyez que c'est un peu dense à l'hôpital. Donc, il peut y avoir des calcifications sur un vieux tophus. Mais une jeunette de 45 ans, non. Bon. Et ça, c'est une dactylite goutteuse, malheureusement. Alors voilà, ça, c'est les gouttes diurétiques. C'est caricatural. T'en as vu un, t'en as vu 10. Et donc, c'est des tophus. Vous voyez, c'est blanc, c'est un petit amas. On regarde une nodosité des Verden. Pourquoi? Parce que les cristaux, ils adorent les articulations arthrosiques. Le cartilage n'est pas normal. Et donc, ça facilite le dépôt des cristaux et la croissance des cristaux. Donc ça, vous voyez ça, comme tout à l'heure dans la pulpe des doigts. C'est pathognomonique. Pour nous, c'est très fort le mot pathognomonique, hein, d'une goutte diurétique. Puis c'est une dame ménopausée, 10 ans de diurétique pour l'hypertension. C'est un tableau caricatural. Alors voilà les fameux signes radiographiques dans les critères.
Vous avez, les radios, on les a vues. Alors, les radios, elles sont très particulières. Ça aussi, c'est pathognomonique. Vous voyez qu'il y a une encoche, et que cette encoche, elle soulève l'os en éperon. On l'a décrite en hallebarde. Vous vous rappelez peut-être des armes d'autrefois. Après, c'est une encoche qui est lente, qui s'est développée lentement. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a une condensation osseuse au fond de l'encoche. Parce que l'os a eu le temps de se réparer. Il a été agressé, mais il a eu le temps de se réparer. Ça, c'est ainsi. Pour ça que moi, je fais les radios. Surtout quand la goutte est ancienne. Vous voyez, Jeanne, quand la goutte est ancienne, on dit il a peut-être une arthropathie goutteuse. Et ça, c'est un signe de gravité. Parce que dans le trou, là, il y a des tophus. C'est un tophus. Ça, c'est le scanner double énergie qu'on va revoir. Et puis ça, c'est l'échographie. Alors, l'échographie, elle est aussi pathognomonique pour nous. Vous avez là, en noir, l'os. La première ligne blanche, ici, c'est la jonction os-cartilage. Le noir, c'est le cartilage. Et puis, ça, c'est la surface. Et vous voyez qu'à la surface, il y a une deuxième ligne blanche, qu'on dit hyperéchoïque. Ça correspond au dépôt d'urate, de cristaux d'urate à la surface du cartilage. Et ce double contour, il est pathognomonique. Il n'y a que cette maladie qui le donne. Donc, nous, ça nous sert maintenant d'outil diagnostique. Quand on a un doute, notamment quand c'est une crise qui débute, vous voyez, une goutte qui débute avec une ou deux crises, on n'est pas sûr, une première crise, on peut le faire. Ça peut manquer, mais c'est utile. Ça nous donne une idée aussi des stocks de cristaux, puisque nous, notre traitement, c'est de faire du déstockage. Vous voyez, comme dans, vous connaissez, dans un outlet. Voilà, ça c'est pour Zoé. Alors voilà, ça c'est très important, c'est le scanner double énergie qui permet de séparer le beau grain de livret. Donc il y a deux codes couleurs, rouge ou vert. Vous voyez qu'il y a les dépôts autour des orteils. Vous voyez qu'il y a les dépôts dans les gaines tendineuses et les tendons, et même dans le tendon d'Achille ou sur la ponévrose plantaire. Donc, dans la goutte, il y a une anthésopathie. Et on a des érosions sur les insertions des tendons. Donc vous pouvez en voir en podologie avec des ténosynovites bizarres, ou même des masses palpables sur le tendon d'Achille, c'est des tophus. Donc ça, c'est une image caricaturale. Et sur la ponévrose, on peut sentir aussi un peu des... regardez, il y en a un juste, voilà, c'est pas comme un roses, mais là, il y a le contexte aussi. Ouais. C'est un homme cardiométabolique, rénal, hépatique. Oui, vous reprenez votre phénotype de patient et vous faites le diagnostic très facile. Alors, les diagnostics différentiels, on les a vus. Le gros orteil, c'est la bursite sur hallux valgus. C'est rouge, c'est sûr, mais c'est pas la goutte. Il y a la résorption de calcification d'apatite, vous en avez vu un exemple. Et vous avez la pathologie des sésamoïdes. Alors ça, on en voit moins, c'est la nécrose ou la fracture du sésamoïde. Moi, j'en ai vu quand j'étais interne, avec les jeunes, on faisait le service militaire, vous n'avez pas connu, ni Valentin. Et donc, on envoyait les gamins faire 25 km de marche avec le pactage, ils se nécrosaient le sésamoïde. Mais ils avaient un gonflement sous la plante du pied, sous la base du gros orteil, pas dessus. C'est les tennisman, là, actuellement, les jeunes tennisman du PUC. J'en ai pas mal. Ah ouais? Comme ils sont en hyper pression dessus. Ça, c'est intéressant. Et j'en ai eu là où l'orteil avait triplé de volume. Enfin, la MDP. Et c'était une nécrose. Ah ben voilà, j'ai appris un truc. T'as vu ça, Zoé? On apprend à tout faire. Et puis après, souvent dans la goutte, il y a de la fièvre. C'est un vrai piège, c'est est-ce qu'il n'y a pas une infection. Donc là, il faut vraiment faire appel à un rhumatologue. Si vous n'avez pas de rhumatologue, un radiologue pour ponctionner et envoyer une recherche de cristaux et de microbes. Après, ça peut être un rhumatisme avec un cristaux de pyrophosphate de calcium ou un apatite, vous avez vu. Donc nous, c'est la clinique, toujours la clinique. Les radios, on a vu l'intérêt, le prélèvement du liquide. Voilà. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une application qui s'appelle le Good Calculator, moi je l'ai sur mon téléphone, qui vous donne en fait les items clés. Donc ça, c'est un travail de médecin généraliste hollandais, c'est Janssen. Ils ont eu 300 malades goutteux qui faisaient une première crise de goutte. Ils les ont envoyés tout de suite au rhumatologue pour une ponction. Donc on était sûr qu'il y avait des cristaux, même pour le gros orteil. Puis ils ont regardé les paramètres cliniques. Et ils ont retrouvé ça, ce qui était attendu, un homme avec un contexte d'hypertension ou de maladie cardiovasculaire. Il avait déjà fait une crise aiguë, puisque c'est récurrent dans la goutte. C'était la MTP du gros orteil. Il y avait une rougeur, il y avait une douleur maximale en moins de 24 heures, et en crise,
Jeanne, il avait une uricémie à 59 mg par litre en moyenne. Donc, c'est pas qu'un un score clinique, c'est clinico-biologique. Ben, c'est le Radio. phénotype du patient, c'est la crise et la biologie, Sans radio. sans radio. Pour eux, ça va. Et le bout de calculateur, en fait, moi, je m'en sers de temps en temps. Vous voyez, la malade de tout à l'heure, elle était à 1,5, très peu probable. Ça sert aussi de valeur prédictive négative. Vous voyez, moins de 4 à 95%, ce n'est pas le diagnostic. La spécificité ou la valeur prédictive positive, c'est 85% quand c'est supérieur à 8. Voilà. Donc, ça sert aussi pour les essais. Mais c'est surtout pour un médecin ou un jeune médecin, ou pour les internes, on leur dit ça, ça vous rappelle les points clés. Tu ne prends pas la tête, tu attaques le calculateur. Et même là, sans l'uricémie. Même sans l'uricémie. Ah oui, c'est ce que on fait le diagnostic sans l'uricémie. Ouais. L'uricémie, c'est 2,5. Mais avec le reste, j'arrive à 9. C'est déjà plus. Ouais. Alors, les gouttes difficiles à diagnostiquer, il n'y en a pas. Tu as un doute, tu me l'envoies, on fait une ponction si on peut, et on fait une écho. Question, c'est sur parce que donc il n'y a pas que le gros orteil. Non, ça peut être les autres. Est-ce que ça peut être inaugural sur une autre. Oui. Donc, Par exemple, sur l'IP du gros orteil, comme la Ouais. malade. Si c'était un homme de 50 ans, ça marchait. C'est aussi les autres MTP. Sur les mains, c'est ça. Alors, les mains, inauguralement, sauf Inauguralement, la goutte diurétique. la fameuse. Mais vous partez du pied. Vous partez Ouais, du c'est pied. ça, là. Et la goutte, après, elle est ascendante. Quand les crises reviennent, c'est droite-gauche. Je m'étends sur les différentes articulations du pied et la cheville. J'atteins le genou. Et après, mais c'est après 10 ans, 15 ans, on va voir une épaule, on va voir un coude, on va voir une. C'est Alors, jamais. J'en ai un qui a une spondylorthèse. On est en fait une goutte. Goûteuse. Ah oui, une spondylorthèse. Oui, il peut avoir une arthropathie rachidienne. Ouais. On n'avait rien Et diagnostiqué c'est un avant, vrai problème diagnostique. mais elle arrive là. Alors, la goutte est grave. Ça, c'est vraiment important. On a vu les comorbidités. Et ça, vous avez ici un schéma avec les hospitalisations aux USA jusqu'en 2011. Vous voyez qu'on voit moins d'hospitalisations pour polyarthrite. C'est les biothérapies qui ont changé la vie des malades. Et la goutte monte. Canada, c'est pareil. Hollande, c'est pareil. Donc, c'est partout pareil. Il y a plus d'hospitalisations pour goutte. 2, on regarde maintenant, ça c'est très important, c'est une cohorte de médecine générale, la base CPRD. On les suit pendant 12 mois. Et on prend des malades de moins de 80 balais qui, au diagnostic, n'avaient rien de cardiaque. C'était des goutteux, pour 150 000, vous voyez, 150 000 goutteux. Ils n'avaient pas de problème cardiaque. Et on les suit. Et on regarde ce qui arrive. Donc, ils font des complications incidentes. Et donc, on voit des comorbidités qui apparaissent, et c'est surtout ça qui est absolument terrible. Vous avez ici la courbe bleue, c'est les goutteux, la courbe rouge, c'est les non-goutteux, sur cette base de médecins généralistes anglais. Tout augmente. Le surrisque, il est augmenté dans toutes ces maladies cardiovasculaires. Et regardez bien, on va en reparler, phlébite et embolie pulmonaire, TVP et embolie pulmonaire. C'est pas quasiment multiplié par 2. Donc ça, rien que ça vous fait dire, moi, vous êtes généraliste ou moi, rhumatologue, eh bien, ils vont trinquer. Et vous voyez, on est sur des périodes de 20 ans, 15-20 ans. Ça, maintenant, c'est un travail qu'on avait fait, c'est les médecins libéraux, 1000 malades goutteux. On regarde le phénotype des malades goutteux en France, c'est les années 2010. On a 50% de lipides, 50% d'hypertension, 4% d'infarctus, mais on a quand même 43% d'insuffisance rénale. C'est pas rien. Et on voit que la prévalence de la goutte, donc vous avez la filtration glomérulaire en bas, donc 130, 120, c'est normal, on se rapproche de l'insuffisance rénale, moins de 30, c'est la CKD 4. Il y a 35% de goutteux dans cette population d'insuffisance rénale. Donc, il y a une relation entre goutte et insuffisance rénale. On prend maintenant des Coréens. On prend 600 000 Coréens, donc 20 000 goutteux, et on les suit 8 ans et on regarde ceux qui arrivent en insuffisance rénale terminale. Eh bien, ils multiplient par 60% le risque de faire une insuffisance rénale terminale. Ça, c'est le deuxième risque. Le troisième risque, c'est les risques de complications cardiovasculaires. Alors là, c'est intéressant parce que on prend les malades goutteux, ça c'est des Néo-Zélandais, donc des formes graves au départ. On les suit 1800 jours, ça fait 5 ans. Et on regarde le risque relatif de complications cardiovasculaires graves
avec ou sans allopurinol. Donc voilà, 15% en plus, quand ils ne sont pas traités, les goutteux. On regarde maintenant ceux qui sont à moins de 60 mg par litre, qui est une première cible de traitement par allopurinol, versus ceux qui sont en dessous de 60. Ben, on augmente de 16% le risque. Donc, ça veut dire qu'il faut les traiter et qu'il faut aller à la cible. On va voir de plus en plus de détails sur l'importance de traiter avec une cible. On est en treat to target. Dans le diabète, tu es à, on va dire, 7%, dans l'hypertension, moins de 130, ton LDL de 1. Alors là, maintenant, encore un des risques de la goutte, c'est un travail génial d'anglais. Ils ont pris des bases de données des malades goutteux. Donc en rouge, c'est la période où le malade, l'exposure, il fait la crise de goutte. Et on les suit pendant 120 jours, 3 mois, 4 mois, pardon. Et on regarde avant 730 jours et 600 jours après cette période d'exposition. Alors pourquoi? Eh bien, on regarde, quand on fait une crise de goutte, on a de la fièvre, on a une inflammation systémique, la CRP monte. Ce qui veut dire que l'inflammation, elle n'est pas localisée au pied, elle enflamme les vaisseaux. C'est pour ça qu'on arrive à comprendre les complications cardiovasculaires. Et ce collègue anglais, il a regardé les risques d'infarctus, d'AVC et d'hospitalisation pour cardiovasculaire dans les 3 mois, 4 mois qui suivaient une crise de goutte. Eh bien, vous avez 15% de complications, 10% d'AVC, 37% en plus d'infarctus et 21% d'hospitalisation pour cardiovasculaire dans les 2-3 mois. Donc, c'est grave. Alors, moi, je n'y croyais pas parce qu'il a fait la même chose avec les phlébites et les embolies, même topo. Puis, j'ai eu 2 malades goutteux qui avaient 45 ans, phlébites, dans le mois et demi qui a suivi une crise de goutte. Alors, un homme de caractère pas alité, hein, une crise de goutte, ça se traite en 10 jours, c'est même 3 jours, c'est réglé. Mais il se passe quelque chose. Donc maintenant, je suis très vigilant. Vous allez voir que c'est des conséquences en termes de prise en charge thérapeutique. Alors maintenant, on va voir les morts quand même. Faut être sérieux. Hein. Là, je vois que Zoé est affolée. Eh ben, dans la goutte, il y a 42% en plus de mortalité cardiovasculaire. Bon, alors maintenant, est-ce qu'on peut faire bien? Bah oui. Donc ça, c'est les recommandations de la Société française de rhumato pour le traitement de la goutte. Donc on a des rhumatologues. Hein. On a Laurence Coldens et je crois que c'est Jacques Grichy qui sont des généralistes enseignants. On a Alain Consolat qui est un cardiologue qui va nous rejoindre d'ailleurs à Audon-Valais. Emmanuel Le Tavernier qui est néphrologue. Et on a 2 malades. Je crois que Pierre Sigval, c'est un malade. Puis le reste, c'est des rhumatologues parisiens, rennois, de Rennes, de Lille. Voilà. Alors, il y a des principes généraux. Il faut prendre le temps d'informer. Donc, il y a une valeur cible d'uricémie qui permet la dissolution. C'est 60 mg par litre. C'est un traitement, c'est une maladie génétique, donc c'est un traitement au long cours. Il ne faut pas l'arrêter, parce que tu arrêtes ton traitement, l'uricémie remonte, tu refais des cristaux. En début de traitement, quand on dissout les cristaux, il y a un risque de crise de goutte, pour que les malades ne se disent pas, mais il m'a dit que je ne ferais plus de crise, et j'en fais, non, on va voir comment on va les éviter. On explique aux gens qu'il y a des risques cardiaques, vasculaires et rénaux. Et puis on va dire, vous allez voir, le mode de vie, il y a des choses à changer, mais pas tant que ça. Et il faut réduction pondérale, après c'est du bon sens, hein, activité physique, etc. Alors, on va voir les 2 traitements. Traitement de la crise. Alors, Jeanne, comment vous traitez une crise de goutte? C'est vous qui avez la parole. Un anti-inflammatoire. Alors, lequel vous allez? Je viens vous voir, j'ai ma crise de goutte, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec vous dans les 24 heures. J'ai beaucoup de chance. Non, c'est sur les patients suivis dans le cabinet, ils ont le rendez-vous le jour même. Tu vois, alors je viens le jour même. Voilà. Ça m'a pris à 4 heures du matin, à 9 heures, je suis chez vous. Mais j'ai mal. Je m'assure du bon diagnostic. Ouais, c'est la 3e, alors, quand même. C'est la 3e, voilà, parce que l'anti-inflammatoire sur une arthrite. 60 ans, je fais 120 kg pour 1m30. J'ai du diabète, de l'hypertension et je suis infectieuse, on va essayer d'éviter de mettre un anti-inflammatoire. C'est un raisonnement, oui, vous avez raison, pourquoi pas. Sur le côté, si on est certain du diagnostic et que c'est des récidives. Alors on peut mettre la colchicine, Colchimax, sur la question tolérance digestive et risque de diarrhée. Si on est en rupture... Et vous me donnez combien? Vous me donnez quelle dose de colchicine? Il faut que je me revoie. Je n'ai pas en tête direct. Et puis après, sinon, un anti-inflammatoire non stéroïdien, un petit peu kétoprophène. Alors,
la crise de goutte, c'est ça. Donc, c'est très brutal. Et en fait, moi, vous allez me traiter. Et en fait, après, moi, j'explique au malade comment s'auto-traiter. Parce que vous, il a eu de la chance. Il y a des places toujours au cabinet de Jeanne. Toujours. Mais pas toujours le cas. Moi, j'ai des malades qui me disent, écoutez, les rendez-vous, c'est avec 15 jours. Hein. Non, C'est vrai, hein. alors, c'est pour les patients suivis dans le Alors, il faut leur apprendre à s'auto-traiter. Pourquoi? Parce que la crise, on l'a vu, c'est brutal. Mais si je commence la colchicine dans les quelques heures qui suivent la crise de goutte, je transforme une crise en crisette. C'est comme ça que je le dis aux malades. Parce que le traitement de la crise de goutte maintenant en France, c'est le plus tôt possible un comprimé, 1 milligramme, et une heure après, un demi-comprimé. Ça, c'est le premier jour. Et ça a été prouvé, ça marche très bien. J'ai des malades qui me disent que je communique par mail, alors comment ça s'est passé? Ah bah doc, j'ai fait une crisette, mais en une journée, j'ai suivi votre protocole, c'était fini. Si le lendemain, les gens ont encore un peu mal, vous voyez, on peut donner un demi, 2 ou 3 fois répartis sur la journée, et puis on va maximum 5 jours. Alors, colchicine, colchimax. Moi, je ne suis pas favorable au colchimax. Pourquoi? Parce que la colchicine, il y a une marge thérapeutique étroite. Ça veut dire que je donne à Zoé 1 mg, elle a la diarrhée. Je donne à Valentin 3 mg, tout se passe bien. Donc, on n'est pas égaux. Vous n'êtes pas égaux. Vous avez remarqué. Hein. Moi, je suis Hugo. Ah ben. On n'est pas égaux. En fait, la diarrhée est un signe de toxicité. D'accord. Donc, moi, je ne vais pas masquer la toxicité. C'est pour ça que je ne donne pas le colchimax. Et la deuxième chose, c'est que ça donne des troubles prostatiques. Okay. Ça constipe. Alors, tu vas me dire, c'est le but, mais bon, c'est surtout des troubles prostatiques. Et ça, je crois qu'il y a des problèmes avec le glaucome aussi. Oui, après, c'est. Donc, la colchicine, c'est 1 mg sécable. Et donc, on peut vraiment affiner le traitement. Alors, on a juste une question dans le chat. Vas-y. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et chez les patients IR, juste insuffisant rénal. Alors, insuffisant rénal. Alors, non, là, excuse-moi, je peux préciser, excusez-moi. Non, en allez-y. fait, le protocole que vous donnez, c'est ce que moi je suis infirmière libérale, hein. C'est Ouais. que souvent ce qu'on a pour les patients, c'est colchicine avec un demi, enfin en fonction. Et je disais chez les patients insuffisants rénaux, souvent ça s'arrête que à 3 jours et on donne pas jusqu'à 5 jours. Vous avez raison, c'est un des problèmes. En fait, on a 2 problèmes pour la colchicine. Il y a plusieurs points. Un, le dose maximum du codex en France, c'est 3 mg. Mais on n'a pas besoin de 3 mg. Donc, il y avait un vieux schéma qu'il faut oublier, 3, 2, 2, 1, ça ne se fait plus. Maintenant, dans la RCP du Vidal, tout a été modifié pour ce 1 mg, puis une heure après, 1,5 mg. En sachant qu'il faut commencer, comme vous avez vu sur le schéma, le plus tôt possible. D'où l'importance d'éduquer le patient. Après, il y a 2 mésusages de la colchicine, c'est l'âge. Les vieux, ils ont une fonction rénale, effectivement, et ils tolèrent moins bien. Et il y a plein d'interactions médicamenteuses. Donc là, il faut réduire les doses et on peut donner 1 mg seulement, par exemple. 3, l'insuffisance rénale, c'est très débattu. Nous, on dit qu'il faut être prudent. On peut donner peut-être 1,5 mg à J1, 1,5 mg à J2. Ça dépend du niveau d'insuffisance rénale. Si vous connaissez le malade, vous avez son DFG. Mais si c'est une première fois, ben, là, bon, vous allez peut-être être prudent, mais ça, vous allez vous rabattre sur l'âge. Si c'est un jeune fringant de 40 ans, vous allez lui donner son milligramme et demi, il ne va rien se passer. Alors, après, on va parler de l'insuffisance rénale chronique. En fait, l'IRC, c'est une contre-indication formelle aux AINS, ça vous le savez, comme l'insuffisance cardiaque. Ce n'est pas une contre-indication en cas d'infarctus. Alors, il y a des travaux qui ont montré que le médicament le mieux toléré au plan cardiovasculaire, donc risque de mort subite ou de réinfarctus après un infarctus, c'est le naproxène, c'est le moins dangereux. Après, il y a l'indométacine qui a été prouvée dans les essais comparés à la cortisone. Et puis, il y a le célicoxib. On retrouve la même problématique qui est le plus tôt possible, le moins longtemps possible. Et donc, quelqu'un qui a un rein normal, on peut très bien lui donner naproxène 550, 2 par jour, J1, J2, et puis en lui disant, si tu n'as plus mal, t'arrêtes. Tu n'as pas besoin de faire J5. La colchicine, on en a parlé, vous voyez, on peut dire, on peut réduire. Alors après, c'est chacun ses choix. Moi, chez l'insuffisant rénal, j'ai moins tendance à utiliser la colchicine. Mais je vois, moi, des IRC sévères, vous voyez. Je vois des gens qui ont 30, 40 de DFG. Dans ce cas-là, j'utilise la prednisone, le cortensil. Là, vous êtes en sécurité pour le plan
rénale, il n'y a aucun danger. Donc c'est 30 mg, il ne faut pas donner moins, et donner plus ne sert à rien. C'est validé par des essais thérapeutiques. Quel que soit le poids. 30 mg, c'est D'accord. un forfait. Je le fais au forfait. On n'est pas à 0,1 mg kilo. Non, on n'est pas sur des notions de milligrammes kilo, on est sur une. Et là encore, on est plutôt le mieux, donc J1, J5. Alors il y a des gens, en 48 heures, c'est réglé, hein, les insuffisants rénaux. Et en tous les cas, nous, on a des formules, on dit il faut avoir la colchicine, la prednisone dans la poche pour dire je l'ai à portée de main ou bien sur la table de nuit, à portée de main. Voilà. Mais l'insuffisance rénale, c'est prednisone 30 mg, J1, J2, jusqu'à J5. Les problématiques là, c'est l'hypertension s'il n'est pas équilibré, ou le diabète s'il n'est pas équilibré. Mais comme c'est 48 heures, ça peut suffire. Et puis on dit, mangez pas salé. Alors, quels sont les facteurs qui déclenchent la crise de goutte? C'est souvent une question qui sont posées par les médecins. Donc, il y a des données qui étaient anciennes, comme la chirurgie ou l'infection à distance. La chirurgie, pourquoi? Parce que on est déshydraté quand on est en post-op ou en pérope. Et la déshydratation favorise la crise de goutte. Ou bien l'infection à distance. Pourquoi? Parce que, en fait, les cellules de l'inflammation, elles sont déjà pré-stimulées par les cristaux. Et pour stimuler la production d'interleukinin, qui est la cytokine clé, il faut un deuxième signal. Et notamment, si on fait des dégâts tissulaires ou s'il y a une infection, ça fait un deuxième signal. Et ça déclenche la crise de goutte. Après, il y a l'alcool. Alors là, c'est dose dépendant, verre dépendant, et c'est la binge. C'est 7 unités d'alcool. Alors là, la bière, c'est binge aussi. Moi, j'ai vu un malade, là, il y a une semaine, une pinte de bière. Une pinte, c'est dans 2 pintes de bière. Là, il a fait la goutte. Après, alors il y a un truc rigolo pour les généralistes, parce que ça, moi, je ne le connaissais pas, j'ai découvert. C'est l'introduction d'un diurétique. Soit un thiazidique, soit un diurétique de Lens. Dans les 48 heures, tu peux développer une crise de goutte. C'est incroyable. Après, vous savez qu'on donne une prévention des crises de goutte par la colchicine. Et c'est quand tu arrêtes. Alors, dans les essais thérapeutiques, par exemple, il y avait 6 semaines de colchicine. Alors, on ne voit pas de crise de goutte, et puis dès qu'on arrête la colchicine, pof, les crises reprennent. Nous, on dit en France 6 mois. Et maintenant, on dit, pour les gens qui font de la goutte, il vaut mieux continuer la colchicine très longtemps, tant qu'il y a des tophus. Parce que tant qu'il y a des tophus ou des cristaux, on peut faire des crises de goutte, même 2 ans après. Et il y a un élément qui est prédictif, c'est la quantité de cristaux au départ. C'est-à-dire, plus il y a de cristaux au départ, par exemple, s'il y a des tophus cliniques, il y a une charge de cristaux énorme, et plus il y en a, plus il y a des risques de faire crise. Ça va dans le sens où on dit il faut traiter le plus tôt possible avec un hypouricémie, avec l'allopurine. Alors, comment tu traites une goutte? Donc, vous m'avez vu, j'ai 45 ans, j'ai la goutte, j'ai une fonction rénale normale, mais j'en suis à ma 3e. Est-ce que vous me traitez? La 3e, oui. Après, tout dépend. Ah bon? Alors, ça dépend de quoi? Mode de vie. De l'eau. S'il y a déjà le facteur modifiable, voir déjà si on peut déjà améliorer tous les facteurs qui étaient modifiables. L'origine. Il y a une notion de faire attention à ce qu'on met en fonction des mutations. Alors non, on n'en tient pas compte de ça. On n'en tient pas compte. Alors en fait, et vous traitez par quoi? Vous me donnez quoi? Qu'est-ce que vous me donnez? L'allopurinol, oui. Alors, je suis allopurinol parce que je suis caucasien. Si j'étais asiatique, je ne donnerais pas. Voilà, j'ai une question d'une collègue. C'est une toxidermie. Il y a une toxidermie, il y a des Dress syndrome favorisés par ça. Chez les gens d'origine africaine, on ne donne pas non plus. Ils ont aussi un antigène HLA qui s'appelle B5701 qui favorise des toxidermies. Et moi, par exemple, j'ai vu des Antillais. Je me suis dit, méfiance, Fred, je dose, parce que c'était à l'hôpital, c'était un malade de l'hôpital, un personnel de l'hôpital. Il était B5801, pas 57, 5801. Et en fait, je l'ai mis au Febuxostat. Et donc, c'est chez ces gens-là où il y a des risques de toxidermie. Multiplié par 100, c'est colossal. Donc, en Thaïlande, où ils ont beaucoup, c'est des Asiatiques, ils ont, en termes médico-économiques, ils font le typage HLA plutôt que de les avoir en réanimation. Vous voyez comment ils ont raisonné. Voilà, j'avais une question d'une collègue justement sur l'introduction sur un patient d'origine chinoise. Origine chinoise, il faut traiter par Febuxostat. Et savoir s'il y avait besoin avant de faire
typage, Non, on le fait sachant pas. qu'en ville, c'est payant et c'est Non, plus de faut 100 pas le euros. faire. Moi, je le fais pas. Ok. On est pragmatique. Asiatique, africain, même combat, Phébus-Sostal. Caucasien, maghrébin, allopurinol. Alors, quelle dose vous me donnez au départ? 100. Ok. Alors, en fait, est-ce que vous donnez un régime? S'il y a des choses modifiables Alors, potentielles, en fait, pour moi, il y a trois interdits. d'un point de vue cardiovasculaire global. Alors, il y a un point de vue cardiovasculaire, mais vous avez raison, on va le voir. En fait, il y a quand même, alors il y a des trucs, des images d'épinal, le riz de veau, le foie de veau, les tomates. On parle dans des grands délires. Hein. Non, en fait, ça c'est pour faire plaisir à Zoé. Burger frites. Non, c'est pas votre truc. Ça va, ça va. Ça, c'est de Je la peux m'en mauvaise. passer. Ouais, moi aussi. C'est de la mauvaise graisse, c'est de la mauvaise viande. Bon. En fait, il y a trois interdits. Il y a les sodas sucrés, parce que c'est riche en fructose. Et le fructose, ça se transforme tout de suite en acide urique. Donc moi, je dis aux gens, c'est comme si vous buvez de l'acide urique liquide. Alors là, ils comprennent. La bière. La bière, c'est qu'elle ait de l'alcool ou pas, c'est pareil. C'est fabriqué avec du houblon, avec du malt, en tout cas, du malt de houblon, et c'est riche en purine. Et ça se transforme tout de suite en acide urique. Et puis après, il y a des alcools forts, whisky, cognac, vodka. Et donc, ça, c'est un mécanisme un peu différent. Mais je dis aux gens, le pire, c'est le whisky coca. Alors, d'habitude, les gens rigolent, vous avez rigolé, donc c'est le bon. Le mieux, c'est un bon verre de rouge. Et ben voilà, vous voyez que la balance, elle va vers le rouge. Donc l'eau ne peut pas se déshydrater. Les laitages allégés, parce que les laitages allégés, ça fait partir l'acide urique. Et le vin. Alors le vin avec modération, Jeanne. Évidemment. Alors en fait, moi je fais des deals, parce que tu as des malades qui boivent 2 bières par jour, 3 whisky, 1 litre de vin. Donc je deal. 2 Tu arrêtes litres de le vin. whisky et tu te prends 3 verres de vin. Ah ouais, 3, c'est pas beaucoup. Si, c'est beaucoup. Et tu me donnes C'est le 2 whisky. verres par jour max et pas tous les jours. Il y a un commentaire dans le chat de Francis Didlot. Le guide de la prescription rénale accessible par le Vidal indique 0,5 à 1 mg par 24 heures en fonction de l'évolution de la pathologie et de la survenue éventuelle de signes d'intolérance. Pour 30 ml par minute, 0,5 mg sur 24-48 heures avec surveillance étroite des effets indésirables rénaux, hépatiques et hémato. Ouais. Alors, merci Monsieur Didlot, néphrologue au centre Don Valais. Je savais qu'il allait venir. Alors, en fait, après, il y a des schémas. Moi, le schéma du Vidal, moi, je vous dis, j'utilise peu. Il y a maintenant plusieurs séries de personnes qui étaient en insuffisance rénale qui ont été traitées à l'hôpital. C'est un point important pour crise de goutte. Et les collègues disent, bah, c'est pas si mal que ça, même avec les doses usuelles, ça se passe bien. Sauf qu'il y a quand même des diarrhées, il y a quand même des. Bon. Donc, c'est vrai qu'il faut être très prudent chez l'insuffisant rénal. Moi, personnellement, je préfère le cortensil. Sachant que d'avoir le contrôle biologique régulier en ville de tout ça, ça va. Et quoi, si on doit surveiller Ah oui, oui, non, mais le bien sûr. bilan hépatique, C'est pour ça que moi, le je. bilan rénal. Non, non, mais là, évident, c'est maximaliste. Hein. Ça veut dire que c'est des Mais risques plutôt, d'une toxicité partiellement, sévère. C'est une toxicité sévère à la insuffisance colchicine. rénale, C'est comme les suicides à la colchicine. Hein. C'est vraiment. Bon. Alors, voilà le vrai régime. Regardez. D'accord? Vous l'avez? Francis, vous l'avez? Il l'a. Le vrai régime, c'est ça. C'est le régime méditerranéen. Mais lui, il est valable pour tout. C'est un régime cardiovasculaire, un régime métabolique. C'est un régime pour prévenir du cancer du côlon. Pas vraiment, c'est le machin. Moi, par exemple, la viande rouge, c'est 1 fois par 15 jours. Et je prends du faux filet, parce que l'entrecôte, c'est trop gras, vous voyez. Après, c'est chacun son truc. Et il faut manger de l'huile d'olive, des noisettes, des graines, des noix, une petite poignée par jour. Voilà. Alors maintenant, on va traiter. Donc, il faut savoir que le régime, ça ne fait baisser l'uricémie que de 10 mg par litre au maximum. Il y a eu un essai thérapeutique qui avait montré, alors vraiment, ils avaient fermé tous les robinets en protéines, en ceci, en cela, 10 mg. Ce régime méditerranéen, c'est un régime anti-inflammatoire. Hein. C'est-à-dire qu'on a fait une étude dans la spondylarthrite ankylosante et on montre que le régime méditerranéen, bien conduit, ça a un effet anti-inflammatoire. Donc, c'est valable pour tout le monde. Alors, on cristallise. Donc voilà, vous avez vu le dessin.
60 mg par litre, l'acide urique, il n'y a rien. Tu fais monter, les cristaux apparaissent. Jeanne, vous ratez l'animation. Je vous le fais. Non, je vous la montre, me Jeanne, sens je vous la montre. décontrôlée. Voilà, je le fais monter. Les cristaux arrivent, regarde, tu vois. Je les vois. Et voilà. La bonne nouvelle, et je refais ce dessin aux malades en consulte. Et je leur dis, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est réversible. C'est de la physique et de la chimie. Je te donne un traitement, je t'abaisse l'acide urique, les cristaux s'en vont. Grâce au traitement. Alors, il ne faut pas l'arrêter. Alors après, on a des recommandations de la Société française. Et là, le message est le suivant. On recommande en France, comme d'ailleurs aux États-Unis, en Europe, c'est les recommandations internationales maintenant, on traite dès le diagnostic de goutte retenue. Ça veut dire que même la première crise de goutte. Il n'y a plus le nombre d'épisodes qui rentrent en compte. Ouais. Moi, quand j'étais interne, on attendait 2-3. Moi aussi. C'est que le passé. On est des centenaires, ma chère Jeanne. Ça te fait rire. Oui. Et donc, on fait. Alors, quand c'est une première crise de goutte, on traite. Quand c'est une deuxième ou troisième, a fortiori. Et quand c'est un malade qui avait tellement la trouille de dire qu'il avait la goutte qui se planquait chez lui par honte, on traite. Pourquoi? Parce que plus tu attends, plus les cristaux se forment et plus la masse tophacée augmente. Et plus ça va être difficile à déstocker. Et plus la personne aura vieilli et aura abîmé son rein. Ou aura eu un problème cardiaque, donc ça va compliquer les choix de traitement. Et après, tout dépend de la fonction rénale chère à Francis. Et là, on fait le DFG, le débit de filtration glomérulaire, selon la formule CKD-EPI. C'est celle que recommandent habituellement les néphrologues. J'espère que Francis est d'accord. Et on a plus de 60 ml minute, on commence par l'allopurinol. Moins de 30 ml minute, IRC4, on commence par le febuxostat. On va voir les doses, parce qu'il faut être très prudent. Entre les deux, ça, on peut choisir des choix. On peut choisir. Moi, personnellement, en dessous de 45, je choisis de Fébu. Entre 45 et 60, ça dépend de certains facteurs. On commence le plus bas possible. On n'a pas besoin, on n'est pas pressé dans la goutte. C'est-à-dire que si on va trop vite, on va faire des catastrophes. Donc, il n'y a aucune urgence à abaisser l'uricémie, puisqu'on est en treat to target, on doit aller à moins de 50. Et il y a certains qui disent maintenant moins de 40, en tout cas, moins de 50. L'allopurinol, avant, je le commençais à 100 et à 50 chez l'insuffisant rénal, modéré. Maintenant, on considère qu'il faut commencer tout le monde à 50. Et on fait des paliers d'un mois. 50, 100, 150, 200. Alors, c'est un peu fastidieux, vous allez me dire, mais vous le notez sur l'ordonnance. Et vous mettez allopurinol 100 mg sécable. Ils ne sont pas tous sécables. 50 mg au mois d'avril, 100 mg au mois de mai. Vous voyez, moi, je fais comme ça. Même maintenant, si je voyais un malade aujourd'hui, je ferais 50 en avril, c'est 15 jours, ce n'est pas un problème. Et on augmente tout doucement. Et on dose à la fin de chaque mois l'acide urique. Et on est dans ce schéma-là, et on rajoute en plus une prévention par colchicine pendant les 6 premiers mois. Et en fait, ça, c'est les recos SFR, mais maintenant, on dit tant qu'il y a des dépôts. Alors, on ne donne plus 1 mg en prévention, on donne 0,5 mg en prévention. Il y a eu des études cliniques qui ont montré que 0,5 et 1 mg, ça faisait pareil. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'on va voir, c'est ça maintenant. Si tu commences trop urique, parce que si je te donne 80 mg de febuxostat, tu passes de 100 à 30 en 15 jours. C'est l'autoroute. Et là, c'est crise garantie. Si tu prends ce qu'on appelait autrefois, mais les jeunes ne connaissent pas, le chemin des écoliers, la départementale, tu vois, avec ton vélo, tu connais. Tu arrives au même endroit, tu arrives à moins de 50, tu as pris 2 mois, 3 mois, 4 mois. On s'en fiche. Il est prouvé que l'augmentation progressive de dose et la réduction progressive d'uricémie, il n'y a pas de crise, ou très peu. Et que ça fait aussi bien que de donner la colchicine. Nous, on fait ceinture et bretelle, on y va piano et on rajoute 0,5 mg de colchicine. Parce qu'on va voir l'intérêt cardiovasculaire. Donc, start low, go slow, on part bas, on va doucement. Et après, pourquoi? Parce que si on fait des crises, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, dans les 2 mois ou 3 mois, il y a des infarctus, des embolies, des phlébites, des AVC. C'est quand même dommage.
Alors, en fait, moi, c'est mon concept, hein, c'est le concept de l'escalier. On a un diagnostic de goutte. On a un délai pour décider. Bon, faut pas attendre. On fait la fonction rénale, on voit le bilan métabolique, c'est réglé. On traite par un THU, dose piano. Donc là, moi, j'avais mis 100, mais maintenant, il faut que je la change, que je mette 50. Et après, on a un délai pour atteindre la cible. On est là, dans toute cette période, en situation d'inertie clinique. Ça veut dire qu'il faut, c'est ce que je fais, vous voyez, à la fin de chaque palier, je dose du Risperdal jusqu'à ce que je sois à moins de 50. Et là, j'ai ma cible. Parce que tant que je suis en inertie clinique, j'ai un risque d'accès, j'ai un risque de complications et j'ai un risque de complications cardiaques. Donc, on y va piano. Alors, l'allopurinol, c'est facile, ils sont sécables. Le Febuxostat, il est extrêmement puissant. 80 et 120 mg non sécables. Donc, je dis aux malades, achetez un Opinel, ou avez-vous un Opinel, ou bien achetez une petite guillotine, un petit casque comprimé. Là, Amazon, 6,90, pas cher. Et Pas l'Opinel. l'Opinel, c'est pas 6,90. Hein. Ça dépend de la taille de l'Opinel. Il ne faut pas dire de marque, pas Amazon. Trop tard. Trop tard. Au montage. Alors, regardez bien. Donc, dans la maladie rénale chronique, moi, je fais comme ça. Je fais 40 mg au départ, c'est en fait 2 jours par semaine, lundi, jeudi, pendant un mois. Puis 40 mg lundi, mercredi, vendredi, le mois suivant. Puis 40 mg un jour sur 2. Puis un demi-comprimé par jour. Eh bien, vous n'allez pas me croire, mais c'est tellement puissant que j'ai beaucoup de malades insurénaux qui sont à la cible avec un demi-comprimé par jour. Puis après, bon, on augmente, on fait 80, 40 alternés. Et j'arrive à des malades insurénaux. La dernière, elle avait, je ne sais pas, 45 de DFG. Je fais 80 mg 5 jours sur 7. Alors, si les malades, par exemple, un malade antillais ou asiatique sans insuffisance rénale, ben là, je faisais 80 lundi, jeudi, vous voyez, 80 lundi, mercredi, vendredi. Et dans mon expérience de la riboisière, j'avais la moitié de mes malades avec un comprimé un jour sur 2 qui était à la cible. Donc, c'est extrêmement puissant. Maintenant, je vais être beaucoup plus prudent. Je pense que je vais faire 40, comme pour l'insuffisance rénale, pour ne pas déclencher de crise de. Donc, on est en prévention, on utilise 0,5 mg de colchicine, et pour éviter les ennuis, on augmente progressivement les doses. Alors après, j'ai l'analogie avec les allumettes. J'explique aux malades, voilà, vous avez une boîte d'allumettes dans le pied. Avec l'allopurinol, on va se débarrasser petit à petit des allumettes, donc ça va moins flamber. Et il y a un moment, il n'y aura plus d'allumettes. Donc vous n'aurez plus de crise de goutte. Vous serez guéri, à condition de garder le traitement. Et si maintenant, les allumettes, je les mouille, elles ne vont pas flamber. C'est un peu l'idée de prendre un peu de colchicine tous les jours en prévention. Voilà. Ça, c'est mon verbatim pour le patient. Vous voyez ? Et donc, l'allopurinol, il va faire un petit machin quand il sera traité. Alors là, on retombe sur l'intérêt de la colchicine. Ça, c'est encore l'équipe anglaise. Ils ont pris les malades en médecine de ville, à qui on commençait un traitement. Les uns ont eu un placebo, ou ont eu de la colchicine, les autres n'en ont pas eu. Donc, prophylaxie ou pas de prophylaxie, il n'y avait pas de placebo. Et en moyenne, ils avaient eu 1 mois et demi de colchicine. Et bien, rien que ça, au bout de 6 mois de traitement, il y avait une réduction de près de 20% des événements cardiovasculaires. Donc, indépendamment des crises de goutte, on a une réduction des événements cardiovasculaires. Et ben, ça va peut-être dans le sens des accidents cardiaques qu'il y avait en cas de crise de goutte. Donc là, on est des malades goutteux qu'on traite par un hypouricémiant. Les uns, on leur donne la prévention, les autres, on ne leur donne pas la prévention par colchicine. Et là, on a quand même une réduction du risque cardiovasculaire dans les 6 premiers mois. Donc ça, c'est vraiment un indicateur de... Et c'est pour ça que maintenant, moi, je donne la colchicine systématique. Alors, la colchicine, il y a un revival aux États-Unis, vous avez peut-être entendu parler, en cardiologie. Ils ont fait des études en disant c'est un anti-inflammatoire, la colchicine. Donc, il y a 2 grandes études. Il y en a une 3e qui est un petit peu moins favorable, mais ça leur a permis, avec 0,5 mg par jour de colchicine, de réduire les risques de rechute coronarienne chez des malades coronariens.
Donc, on prend des malades qui avaient un infarctus ou une maladie rénale, une maladie coronaire chronique, et on fait placebo et 1 mg de colchicine. Réduction. Là, je prends un exemple. On prend des gens à la phase aiguë de l'infarctus. On les traite dans les premiers jours de l'infarctus, 30 jours. On les traite 22 mois. Regardez la réduction du risque cardiovasculaire. 23% de réinfarctus, de MACE, de réinfarctus. Et donc, ils ont donc obtenu la FDA approval pour colchicine au long cours. Alors, c'est des filous, parce que aux États-Unis, la colchicine, c'est des comprimés à 0,6 mg. Et donc, ils ont créé un nouveau comprimé à 0,5 mg. Ce qui fait que ça, ils le vendent $50 par mois. C'est du business. Mais, en fait, on voit que l'effet anti-inflammatoire sur le cœur, il existe parce qu'il y a les anticorps anti-interleukinin. On a parlé de l'interleukinin comme cytokine de la goutte. On a des médicaments qu'on utilise chez l'insuffisance rénale, le Kineret, vous avez peut-être entendu parler, l'anakinra, qui bloque l'interleukinin. Il y en a un autre qui s'appelle le canakinumab, qui est un anticorps monoclonal. Ça vaut 13 000 € l'injection. Ils l'ont traité des malades et ils ont montré que ça avait un effet préventif cardiaque. Donc, quand on bloque l'inflammation de bas grade des artères, vous voyez, l'inflammation de bas grade, on réduit le risque cardiaque. Et donc, la colchicine, c'est beaucoup moins cher. Et ça a cet effet. Et il y a des études aux États-Unis avec des anti-hiélins par voie orale qui vont dans le même sens, qui sont dans ce type d'essai. Voilà la colchicine. Regardez, AVC, 74% de réduction. Hospitalisation pour stent, 50% de réduction. Bon. Donc la goutte, on a vraiment des cibles, pas qui ne sont pas simplement les accès, mais on rend service aux gens en réduisant les problèmes cardiaques. Alors, maintenant, si on voulait prouver qu'il y a du pied, c'est pour faire plaisir à Valentin et à Bertrand. C'est ça. Là, ça, c'est des pieds goutteux qui viennent du Vietnam. Ils ont des gouttes très sévères, les Vietnamiens. Ils sont maigres et ils ont des gouttes toffacées avec génétique, des machins horribles. Il y en a qui meurent à 20 ans. Hein. Regardez bien, 1 an d'allopurinol, il y avait des toffus partout. T'es d'accord, Valentin? Ne regarde pas. Un an après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, ça veut dire, ça rend service. Alors, moi, je montre ces dessins aux malades en consulte. J'ai mon petit kit, j'ai mon double contour, j'ai mon DECT, là, mon scanner double énergie, et je leur montre avant-après. Alors, ils voient le vert en disant, ça, c'est les cristaux. Ah ouais, le gros orteil, la cheville. 1 an après, il n'y a plus rien. Donc ça, je ne leur montre pas ça encore. Ah, quand même, là, ça, c'est pour les pros. Et là, voilà, regardez, c'est encore plus impressionnant. 8 mois de traitement, tu as vu ça? Febuxostat. C'est vraiment impressionnant. Et vous voyez, il n'y a pas simplement la MTP du gros orteil, il y a aussi l'IP du gros orteil. Et il y a la cheville. Vous voyez, regardez là, sur les tendons tibial postérieur. Je ne suis pas trompé, hein, c'est le tibial postérieur. Alors, est-ce que maintenant on a un effet rénal? Alors, les gens n'y croyaient pas, maintenant on a des preuves. C'est pour faire plaisir à camarade Didlot. On regarde des malades à qui on a donné un traitement hypouricémiant et qui ont en fait, on va le regarder, il est là, on voit que les malades qui sont sous Febuxostat, ils ont une réduction du risque de variation trop importante du DFG. Il y en a une autre qui est celle-là. Voilà comment on la représente. En fait, là, la courbe, elle se lit de la façon suivante. Normalement, on perd à peu près 1% de débit de filtre, 1 millilitre minute de filtration par an. C'est le vieillissement. Donc là, dans la partie haute de la courbe, c'est ceux qui gagnent du DFG. 1,4 millilitre, 1 millilitre. Ils ont gagné. Ceux-là, ils ont perdu. Et bien, vous voyez que c'est lié à l'uricémie. Quand les malades restent en hyperuricémie, donc ils sont insuffisamment traités, ils perdent du DFG. Quand les malades sont à moins de 60 millilitres minute, ben, ils vont perdre moins, ils vont même stabiliser, on va dire. Et on est avec un seuil de 60 mg par litre d'uricémie. Et donc, on a une réduction de la baisse physiologique du DFG. Donc, on rend service aux gens, non seulement en termes cardiovasculaires, en termes anatomiques, ils peuvent se chausser, c'est un des problèmes chez les goutteux.
et en même temps, on améliore la fonction rénale, ou on stabilise la fonction rénale. Alors maintenant, la mortalité, bah ça c'est un copain espagnol. Alors lui, il suit personnellement 1500 goutteux. Il prend sa retraite, personne ne reprend la suite. Et il a regardé la réduction de mortalité en regardant les malades qui étaient... Il ne les voit pas tous les jours, hein. Il les voit une fois par an ou une fois par 6 mois. Bah, il y a ceux qui prennent leur traitement et ceux qui ne le prennent pas. Ça, c'est ceux qui prennent le traitement. Ils ont moins de 60 mg par litre d'uricémie. Là, il y a ceux qui ne le prennent pas correctement. Il y a une réduction de mortalité absolument spectaculaire, où il y a un excès de mortalité chez ceux qui ne sont pas à la cible en rose. Donc, vous voyez, on a des effets sur le cœur, sur le rein et sur la mortalité globale. Alors, ça, on a maintenant le concept de gouttes compliquées, ou plutôt de gouttes sévères. C'est cela qu'il faut qu'on discute avec le rhumatologue. Vous voyez, Jeanne, des gens qui font des accès très fréquents. Ça veut dire qu'ils ont des stocks, donc il faut revoir la manière de faire. Les gouttes tophacées, ou les arthropathies radiographiques, il faut qu'on les voie. C'est des formes graves. Après, il y a les gens âgés. Les gens âgés, ça peut être un petit peu plus difficile et il faut y avoir des choix de drogues ou des doses à discuter. Après, il y a les gouttes allergiques. Un malade qui a fait une toxidermie à l'allopurinol, alors moi, je vais vous raconter une histoire. Là, il vaut mieux qu'on les voie pour discuter du febuxostat. Il y a des réactions croisées malgré tout, donc il faut qu'on soit toujours très prudent en augmentation de dose. Le secret pour éviter la toxidermie, c'est allopurinol 50 et febuxostat demi-dose. Ça vous rend de toute façon à l'abri, ça vous met à l'abri des ondes. Alors après, il y a des formes graves qui sont les greffés de rein, par exemple, et les greffés de cœur, et les dialysés. Les toxidermies, c'est que sur les traitements hypouricémiens. Oui. On n'est pas sur la colchicine. Alors, la colchicine, il y a de façon exceptionnelle des vascularites. Mais c'est exceptionnel. Moi, j'ai dû en voir une en 40 ans. Pour le coup, ça, colchicine, quelle que soit l'origine ethnique, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de notion là-dedans. Il n'y a pas de notion. Après, le problème de la colchicine au long cours, c'est le jus de pamplemousse. Il faut former. Moi, je ne mets pas de jus de pamplemousse parce que ça augmente. On n'a plus d'AVK quasi. Et après, il y a les interactions avec les macrolides, avec la piostacine. Il y a peut-être des antirétroviraux. Je ne les connais pas parce que je ne les prescris pas. Il y a les statines qui ont été discutées, mais bon, nos malades cardiométaboliques, ils ont une statine. Donc, on ne va pas s'en occuper. Non, mais on ne s'en occupe pas. Moi, je ne m'en occupe pas. Et puis, on a les... Donc, vous voyez, on retrouve le concept de CKM, cardiométabolique et rénal, et CKLM, avec maintenant la stéatose. Donc, moi, je fais par exemple, là, il vaut mieux nous les envoyer, qu'on discute, parce qu'on fait l'ajustement de traitement, et puis après, vous pouvez le reprendre en charge complètement. Le passé digestif, ça veut dire? Alors, oui, c'est les ulcères, donc ça, c'est pour les AINS. Et pour les corticoïdes, il faut se méfier des antécédents de diverticulite sigmoïdienne, parce qu'il peut y avoir des perforations du sigmoïde. Ce n'est pas fréquent, mais chez les gens âgés, il vaut mieux éviter les... Voilà. Vous savez, c'est comme dans la PPR. Les causes de mortalité de la PPR, où il y a 2 ans de corticoïdes, c'est la perforation du sigmoïde, de la diverticule sigmoïde. Alors, donc là, on a vu le traitement de la goutte. Vous voyez, c'est le traitement de la crise, avec l'apprentissage du malade à s'auto-traiter. Et puis après, il y a le traitement hypouricémiant. Le régime, il est important en termes généraux, avec ABS pour éviter les gros pièges. Et puis, c'est le traitement hypouricémique. En sachant qu'on traite dès le diagnostic de goutte portée. Plus on traite tôt, moins il y a de cristaux. Donc, moi, ça va être compliqué. Et moi, j'ai des malades à 200 mg d'allopurinol, ils sont à 40 d'uricémie ou à 45 d'uricémie. Donc, moins il y a de stock, plus c'est facile. Alors maintenant, on a le problème, on a vu au départ, que toutes les hyperuricémies ne deviennent pas des gouttes. Bon, mais c'est quand même un facteur de risque. On n'a pas actuellement d'études qui soient positives. On a même des études négatives. Alors, on regarde l'alimentation. Donc, si vous voyez que le malade, il se tape 3 bières par jour, voilà, vous avez une discussion. Même là, sans alcool, ce n'est pas l'alcool. On peut discuter plutôt des laitages 0%. C'est pas top. Mais ça fait partie du jeu. Alors après, c'est vraiment la question des arrêts des diurétiques. Alors, il y a 2 situations. Alors, ça veut dire que ce n'est pas compliqué. Arrêt ou du choc, quoi. Moi, c'est même la question que je me posais, c'est parfois, on va avoir et le patient chez qui on va découvrir la goutte et chez qui il y a une hypertension limite qu'on veut commencer à traiter, quoi, du choix de l'antihypertenseur. Parce
que le diurétique, ça fait quand même si rapidement de l'arsenal thérapeutique. Ouais, mais je pense que, alors je crois avoir compris que maintenant, ils avaient changé un peu les premières lignes d'agents antihypertenseurs avec des combinaisons. Ouais. Et il n'y a plus les diurétiques dedans. Les diurétiques arrivent en deuxième ou troisième ligne. C'est pas le Je ne connais furosémine, pas, mais je suis pas compétent pour il y a ça. le thiazidique quand même. Alors, c'est un diurétique. Non, mais Ouais, c'est alors, ça. moi, je vois les malades. Thiazidique, il est Les quand malades même douteux, assez- ils arrivent avec Cotareg, Co, machin. Ben, le Co, c'est le thiazidique. Bah ouais. Donc, moi, je demande au cardiologue ou au médecin traitant, pouvez-vous changer? Et on a 2 médicaments qui ont un effet urico-urique. Alors, ça peut être intéressant. C'est le losartan. Le losartan, Cosar, qui lui, c'est le seul de la classe. Hein. Les autres sartans, ça ne marche pas. Et l'amlodipine, un inhibiteur calcique. Eux, ils sont urico-uriques. Ils font éliminer l'acide urique par le rognon. Par le rein, excusez-moi, Francis. On est enregistré. Donc voilà. Mais alors, en fait, l'arrêt des diurétiques, c'est vraiment un truc à discuter. Alors, il y a des options. Il y a deux situations où malheureusement on est coincé. C'est l'insuffisance cardiaque sévère, parce qu'ils ont. T'as pas le choix. Et l'insuffisance rénale sévère, où ils ont 500 mg de Lasix. Là, c'est ce que j'appelle le tonneau des Danaïdes. Alors là, on n'est plus du tout dans l'hyperuricémie. Ceux-là, ils ont à la goutte. C'est-à-dire que ça se remplit pendant que toi, tu cherches à le vider. Bon, donc il y a des malades où moi, je suis en impasse. C'est des malades taux facés. Ils sont en insuffisance rénale sévère ou en insuffisance cardiaque gravissime. Et ben, je vais les soulager, mais je ne vais pas les guérir. Et ceux-là, je les mets au Kineret, un anti-hyélin. Ça, on pourra en reparler. Alors, s'il y a une dyslipidémie, il y a un médicament qui n'est pas très apprécié parce que ce n'est pas une statine, c'est le phénofibrate. Alors, le phénofibrate, ça a un très bel effet urico-urique. Donc, ça peut être une discussion chez un malade qui a une goutte ou une hyperuricémie, par exemple. Vous avez un malade qui a une hypertriglycéridémie, il picole de la bière, il manque de la charcuterie, vous pouvez lui proposer phénofibrate, arrêt de la bière. Et alors après, il y a les glyphlosines, donc c'est le SGLT2 inhibiteur, qui ont un effet urico-urique. Et eux, il y a des données maintenant solides dans la littérature pour montrer que ça réduit l'incidence de la goutte, ça réduit les hospitalisations pour complications goûteuses, au-delà de l'effet dans le diabète, dans l'insuffisance cardiaque, dans l'insuffisance rénale. Hein. Il y a un effet aussi dans la goutte. Et même, il y a un effet anti-inflammatoire des... Ben, moi, je l'appelle la boulette magique, la baguette magique. J'ai l'impression que, quelle que soit la pathologie, il va y avoir une action. Bon, mais ça, moi, je n'en parle pas parce que je ne les maîtrise pas. Et c'est après à discuter avec le diabétologue, avec le cardiologue. Si on a déjà une indication ailleurs, il n'y a pas de... Alors moi, je vois les gouttes, donc je décris le malade, 70 ans, cardiométabolique et rénal, sous glyphlosine. Donc il a quand même fait la goutte sous glyphlosine. Bon. Mais il y a une moindre incidence quand même. Donc moi, en pratique, je dose l'uricémie. Et moi, je vous conseille, dans tous vos malades cardiométaboliques, rénales, hépatiques, de doser l'uricémie. Ça vous donne quand même un profil. C'est ce qu'on appelle le complet métabolique. Donc, en fait, après, il faut dire au malade que ce n'est pas de sa faute, c'est une maladie génétique. Parce que le malade, il a quand même honte. Donc, je dis, vous avez de la chance, vous avez la goutte. Ah bon? Vous allez guérir. Ah bon? Ce n'est pas de votre faute. Oui, c'est génétique. Regardez, votre père a eu la goutte, votre oncle a eu la goutte. Rien que dans la famille, tu en trouves 40%, 50%. Donc, ça te permet d'avoir un verbatim. Après, il y a le contexte des comorbidités. Il y a le traitement dès le début. Et puis, il faut prendre son temps. Alors, il faut surtout ne pas s'arrêter en chemin. C'est-à-dire que si vous augmentez la dose d'allopurinol, il ne faut pas vous arrêter à 65 mg d'uricémie. Non, vous êtes en inertie. Il faut augmenter la dose. Et alors après, la dissolution des cristaux, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Et c'est pour ça qu'actuellement, il y a certains goutologues qui disent qu'il faut descendre même en dessous de 40 mg par litre. Quand on dit disparition des cristaux, ça va être visible cliniquement? Il y a des suivis imagerie? Alors, c'est une bonne question. Quand il y a des tophus cliniques, tu les vois. On va dire. On les voit sur les pieds, on les voyait fondre. On les voit sur l'hélix de l'oreille, sur les pieds, on l'a bien vu, c'est impressionnant. Un an de traitement. Après, nous, ce qu'on fait, c'est que
ne serait-ce que pour s'assurer de l'observance et motiver le patient, on fait une échographie à 6 mois. D'accord. Voilà. Et ça, c'est pas validé, c'est notre pratique, c'est des pratiques de Lariboisière, de Saint-Joseph, de Bichat. Ça nous aide. Et c'est une écho faisable de toute façon en ville, quoi. Tout radiologue. Oui et non. Alors, là, les rhumatologues sont formés à ça. Les radiologues qui font de la radiologie générale, ils sont très bons pour l'échographie hépatique, des voies biliaires, etc. Et après, il y a des radiologues qui font de la gynéco spécialisée. Ben, c'est pareil pour l'articulaire. Plutôt quelqu'un qui est bon dans l'ostéo-articulaire. Quand moi je demande, je mets précisément recherche du double contour, recherche de tophus, recherche de synovite. Qu'est-ce qu'on me donne comme réponse? Pas de synovite. C'était tout. Donc je suis à la case départ. Donc c'est le problème. Vous savez que l'écho, ben, ça on le sait tous, c'est opérateur dépendant. Ça dépend de ta formation. Donc on n'a pas des appétences. Il y a même les radiologues ostéo-articulaires, par exemple, nous on faisait faire à un moment des échos d'as. Vous savez, on fait dans la polyarthrite, on peut faire une échographie pour voir s'il reste des synovites résiduels ou infracliniques. Et ben, à la Lariboisière, les radiologues avaient dit non, on arrête, ça prend trop de temps. Donc, les rhumatologues qui ont été formés le font. Et puis maintenant, ils ont des internes de radio et ils nous demandent de leur envoyer les malades parce qu'ils ne peuvent pas les former. Donc c'est pareil pour les cristaux. Il faut faire une formation. C'est pas compliqué, hein. Non, mais c'est. Il faut 6 mois Il y a une courbe d'apprentissage dans l'écho et on ne demande pas de faire beaucoup d'articulations. On fait la MTP des gros orteils, on fait la cheville et les 2 trochlées. Donc 6 articulations. Et quand on est ami avec un podologue, on fait le tendon d'Achille. Pour rien. Non, mais c'est vrai en plus. Hein. Il y a des tophus sur le tendon d'Achille. Donc, si vous voulez, moi, j'ai fait un topo qui s'appelle Expliquer et traiter la goutte en 30 minutes. C'est le verbatim pour le malade. C'est un peu ce que je vous ai montré avec les schémas. Donc, ça permet de déculpabiliser le malade. Donc, on a une filière goutte à Saint-Joseph. Là, il y a une adresse mail qui s'appelle Filgout. Vous avez l'astuce. Hein, qui nous permet. Donc, on a par exemple Marie-Laure Aubry, vous connaissez peut-être, qui est la CPTS 14. Elle nous envoie un petit message. Elle nous envoie un petit message. Merci de bien vouloir. Il a la goutte. Et on le voit. Voilà, c'est assez rapide. Hein. Et puis, moi, je peux donner des téléexpertises sur Omnidoc. Alors, ça, vos collègues d'Ipsos Santé m'envoient me font des demandes. Depuis le mois de novembre, j'ai dû en faire, je ne sais pas, une trentaine. C'est vachement bien. En tout cas, ça rend. Moi, je trouve que. Alors, par exemple, pour vous donner un exemple, il y avait un malade qu'elle m'adresse, qu'elle me demande un avis, insuffisance rénale stade 4, crise de goutte. Je l'ai vu en 48 heures pour le mettre au Kineret. Un autre, c'était un rhumatisme pso en poussée. Je l'ai vu en 48 heures, on l'a hospitalisé. Après, je donne des conseils, et puis je dis, non, il faut que je le voie dans un second temps, ou bien envoyez-le à Lequintrec qui fait de l'ostéoporose. Moi, je ne fais pas d'ostéoporose. Donc, ça permet de faire aussi non, c'est vachement bien. Est-ce qu'il y a des questions N'hésitez pas aussi dans le chat à prendre la parole, à écrire et on fera Est-ce que vous avez des doutes existentiels Vous m'entendez? Oui, en fait, j'avais une question concernant l'échographie, mais ça a été répondu. En fait, si j'ai bien compris, l'échographie, c'est pathognomonique quand même. Oui, le double contour est le double contour, voilà, c'est ça. Et en fait, je me demandais, nous, en tant que podologue, si on a quelqu'un, on a un doute, on peut l'envoyer. Mais si j'ai bien compris aussi, c'est quand même opérateur dépendant. Donc, il faut que la personne soit formée. On peut pas l'envoyer. Il y a des pièges parce qu'il y a ce qu'on appelle le pseudo-double contour, juste pour rire. Alors, en fait, ça a été décrit dans la chondrocalcinose. Alors, là, vous allez me dire, ouais, on est mal barré. En fait, les dépôts de cristaux de pyrophosphate de calcium de ce rhumatisme qu'on appelait autrefois la chondrocalcinose, ils ne sont pas à la surface du cartilage, mais dans l'épaisseur du cartilage. Donc, en échographie, ça ne donne pas le même aspect.
Alors après, on s'est rendu compte qu'il y avait des pseudo-double contours. On voit les mêmes images, sauf que ça disparaît quand on change la position de la sonde ou qu'on mobilise l'articulation. Pourquoi? Parce que les cristaux, ils ne sont pas sur le cartilage, mais ils sont sur la membrane synoviale ou la capsule de l'articulation. Et donc, ça va, normalement, le double contour, il va dans le même sens que le cartilage, alors que dans la chondrocalcinose, il va dans le sens inverse. Mais ça, il faut alors, c'est souvent des radiologues ou des rhumatologues qui sont entraînés. Par exemple, à Saint-Joseph, il y en a trois rhumatologues. Il y a Letellier, il y a Thomas Suette, Pierre Letellier, Thomas Suette, Caroline Villoutrex, qui savent distinguer le rhumatisme à PPCA de la goutte. Après, dans Paris, il y a des cabinets de radio qui sont experts. Il y a une radiologue qui est très bien, qui est à l'imagerie Paris 13, c'est Delphine Zetoun, qui fait vraiment de l'ostéo-articulaire. Donc là, voilà. Le problème, c'est de ne pas prescrire si vous n'avez pas confiance dans le résultat. C'est une fausse sécurité. Ça, c'est valable pour tout. Hein. Oui, c'est docteur, vous m'avez dit Delphine Zetoun, c'est ça, Paris 13? Z-E-I de T-O-U-N. Ok, merci. Elle est très sympa et elle fait de l'ostéo-articulaire. Moi, je lui envoie mes patients d'Odon Vallée. Est-ce que vous avez d'autres questions ou... Oui, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous, Francis. Et l'adage qui dit tu as la goutte, il aura la lithiase. Alors, moi, j'en vois pas tant que ça. Donc, effectivement, il faut toujours rechercher une lithiase rénale. Donc, c'est une lithiase d'organes, lithiase bilatérale. Hein, c'est une lithiase métabolique, c'est une hyperuricurie. Moi, je le recherche parce que j'interroge le patient. Si je vois qu'il a une insuffisance rénale, je fais quand même une échographie rénale. Alors, on va en parler de ça, c'est très important, mais je ne l'ai pas fait dans le cas présent. En fait, le rein du goutteux, il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est les cristaux, c'est les dépôts, c'est les calculs rénaux. Bon. Souvent, les gens, ils ont déjà eu une colique néphrétique à droite, une colique néphrétique à gauche. Bon. Il y a toujours le problème diagnostique calcico-urique. Après, on s'est rendu compte que, et ça, c'est des données anapathes très anciennes qui ont été revues récemment par Thomas Bardin, justement, qui est allé au Vietnam. En fait, il a été décrit des dépôts cristallins dans les médullas rénales, dans la médullaire rénale, avec des aspects échographiques très particuliers, ce qu'on appelle un twinkle. C'est une sorte d'hypersignal Doppler, un hypersignal, une brillance particulière liée à ces cristaux. Et Thomas Bardin, qui a fait des échos systématiques chez les Vietnamiens, sur 100 Vietnamiens, il y avait, je crois, 40% de dépôts de cristaux dans la médullaire rénale. Ils m'ont validé en scanner double énergie. Et donc, on sait qu'il peut y avoir des dépôts dans la médullaire rénale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le traitement hyporicémiant à la cible, ces dépôts médulaires disparaissent. En parallèle, la fonction rénale s'améliore. Donc, on ne peut pas exclure que chez certains malades, on puisse avoir une amélioration de la fonction rénale pour cette raison, qu'on a déstocké les cristaux dans le rognon. Et il y a des néphrologues, des radiologues qui font du rein à Necker qui font ce type d'échographie. Bon, c'est un petit entraînement pour arriver à avoir ces images. Et donc, dans le rein du goutteux, il y a bien sûr le rein vasculaire, il y a un rein avec une réponse de l'interstitium, une fibrose, et puis il y a ces cristaux, en plus de la lithiase. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, tout à fait. Non, oui, bien sûr. Non, simplement, ce que je voulais dire, c'était que le fait d'avoir un tropisme articulaire ne met pas à l'abri la tropisme au niveau du vague urinaire. Oui, c'est vrai. Alors, après, il y a ça. Ouais, tu as tout à fait raison. Et c'est important parce que on peut avoir, il y a différents profils de patients. Il y en a qu'on appelle des hypo-excréteurs, d'autres des hyper-excréteurs par le rein. Bon, c'est pas très opérationnel de toute façon, puisqu'on les met tous sous allo ou febuxostat, qui sont des inhibiteurs de la xanthine oxydase. Et donc, on va casser la fabrication de l'acide urique. On va bloquer la fabrication de l'acide urique. Donc, moi, dans le suivi d'un goutteux, je fais l'uricémie
Donc, je fais la titration. Donc, tous les mois, je dose pour voir si je suis à la cible. Puis, une fois qu'il est à la cible, je le fais à 4 mois. Avant, je le faisais à 1 an en disant « Je te fais confiance, mec, tu prends ton traitement ». En fait, il y a un collègue anglais qui a montré que si tu fais une surveillance à 1 an, ou bien tu l'as fait tous les 3 mois dans la première année, tu as une meilleure observance. C'est comme pour tout. Les contrôles. Donc maintenant, je le fais 3-4 mois. Puis après, quand je vois que les gens ils ont bien compris qu'ils ne font plus de crise, je le fais une fois par an. Mais je fais uricémie, DFG. Uricémie, DFG. Ah, je fais le rein. Pourquoi? Parce que moi, je vois les améliorations de la fonction rénale. On avait fait un travail à la Riboisière, on avait pris une centaine de patients goutteux, qu'on avait tous mis à la cible à moins de 60. Et on avait regardé comment avait évolué leur fonction rénale. Eh bien, il y en avait une amélioration. L'élément qu'on avait déterminé, quand tu avais plus de 45 millilitres minute à baseline, à T0, à l'introduction du traitement, c'est ceux-là qui s'amélioraient. J'avais des gens qui remontaient à 70. En revanche, quand on était à moins de 45, là, c'était un peu fusillé. Il y a d'autres données, comme on a vu tout à l'heure, qui étaient un peu plus rassurantes. Mais je surveille le rein, je dis aux malades, vous allez voir, peut-être que le rein va s'améliorer. Et de fait, je leur montre. Donc la goutte, ce n'est pas simplement une crise, c'est vraiment une maladie globale avec des risques rénaux, cardiovasculaires importants. Et ce n'est pas des gens, alors c'est des gens qui, il faut rassurer, hein, ce n'est pas de leur faute en fait. Alors, bon, c'est sûr que quand il y a 2 litres de bière par jour, il faut jouer sur cette carte-là. Parce que... Et donc, il y a quand même une prévention, on va dire, de base à avoir chez les patients aux antécédents familiaux et avec origine ethnique particulière. Alors, l'origine ethnique, si, c'est vrai que alors, les antécédents familiaux. Ça a un sens de le doser à l'avance alors qu'il ne se passe rien. Alors, ce n'est pas une mauvaise idée. Alors, je ne sais pas répondre à cette question, donc on peut le voir ensemble. Si je vois une famille alors, ouais, alors, il y a des réponses. Il y a une collègue pédiatre, généticienne pédiatre en République tchèque, qui voit donc, qui s'intéresse à la goutte et à l'hyperuricémie. Et donc, elle a fait des analyses systématiques sur les dosages de laboratoire de son hôpital ou des hôpitaux, et elle voit des chiffres de prévalence de l'hyperuricémie importants. Et elle voit des goutteux, des jeunes goutteux. C'est souvent des familles et où l'homme et la femme sont touchés, pas simplement la femme. Il y a toujours des exceptions. Et donc, elle voit des mutations à BCG2. Donc, des codons stop qui font qu'il n'y a plus d'excrétion d'acide urique. Là, elle se pose la question de les traiter. Alors après, si tu as une famille et que tu vois qu'il y a une fois une goutte à un âge jeune, tu peux éventuellement dire bah, ça vaut peut-être la peine de doser une fois. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va traiter. Mais par exemple, si le gamin il boit 1 litre de coca par jour, ça va être un argument changer les habitudes. Là, il y a de la prévention. Mais c'est valable pour tout. Hein. Pas que. Non, sûr pas. Non, est-ce que le jeune il va s'arrêter de jouer avec son téléphone portable? Non, je rigole. Je prends des notes. Ok. Une question de Camille. Oui, sans votre collègue. Mais c'est bon, mais je lui ai répondu. Et c'est un patient, 50aine d'années, d'origine chinoise, qui est IMC, tout à fait pas de surpoids, mais qui a fait angioplastie. Ah ouais. Ouais. Plusieurs épisodes de gouttes là. Ah ouais. Ah ouais, bah, tu vois. Et donc, elle se posait la question en fait, d'introduire quelque chose, mais en se disant, il a l'occurial chez lui. Ah non, non, surtout pas. Donc, je lui ai dit, au début, à dose très progressive. Hein. Je ne prends pas, voilà, dose pas, il va pas, parce qu'il n'a pas l'argent pour pouvoir payer. Ah non, non, mais ça ne sert pas. Moi, je ne le fais pas. Voilà, elle était ravie de la réponse simple. Et puis peut-être le mettre à 1000 mg de colchicine. Oui, je lui ai dit que ce côté, quoi, je lui ai expliqué demain, mais je lui ai dit le côté. Ah bah, tu vois, voilà. Moi, j'ai vu 2 phlébites, vous, votre collègue, une angioplastie. Ouais. Donc, vraiment... Il a commencé par les épisodes cardiologiques avant d'avoir des épisodes d'accord, okay. d'accès goûteux. Ouais.
mais il doit y avoir intérêt. étiqueté. Alors, il y a un autre truc que je fais maintenant, c'est, donc je regarde le lipide, donc je fais le bilan lipidique, EAL, voilà. Et après, je rajoute une fois dans l'année, dans la vie de la personne, quand je vois qu'il y a un contexte, je regarde s'ils ont un excès de lipoprotéine LP petit a. Alors, c'est une lipoprotéine athérogène qui est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant. D'accord, qui n'est pas Qui est à dépendant. très haut risque coronarien, Okay. et, enfin à très haut risque d'athérosclérose. Et donc, c'est génétique. Donc, tu doses une fois, tu es normal, c'est bon. Tu n'es pas normal, là, ça veut dire que dans les nouvelles recommandations, il faut avoir un taux de LDL encore plus stringent, inférieur à 0,55, comme un infarctus. Le seul problème, c'est que la LP-A, je crois qu'elle n'est pas remboursée encore. Ça va être 15 €, mais il faut le faire une fois dans la vie du malade. Je ne vais pas le faire chez Valentin. Mais le malade qui a déjà fait, qui est coronarien, qui est diabétique, tu te dis, je vérifie une fois. Marie Méliston qui me demande si le Calvados, C'est Non, c'est un alcool fort. c'est ce que je viens de dire. Alors, en revanche, il y a une question derrière qui est très importante qu'on se pose en France. C'est pas mal. Il y a une question qu'on se pose en France. La bière, donc c'est un facteur de risque. Nous, on s'est posé la question du cidre. Et donc, je n'ai pas trouvé de laboratoire pharmaceutique prêt à nous soutenir financièrement. Mais c'est vrai que parce que Il n'y a pas de labo, c'est des médicaments qui sont génifiés, personne. comme la bière est quand même beaucoup plus consommée maintenant que le vin. Mais c'était écrit Énorme. avec ou sans alcool, c'est pas la. Ah oui, c'est la bière, c'est les purines. Ouais, c'est ça. Quand même, on l'a bien, je crois que c'est l'adénosine. Non, c'est pas l'alcool. Bon, ben écoutez, Pas de questions en ligne? merci à vous de votre Je crois qu'on a participation. une dernière question. Alors moi j'ai une petite question, donc je suis kiné. En tant que kiné, on n'a pas finalement d'effet direct sur la goutte, sur les purines, enfin sur l'acide urique, mais plutôt sur les autres comorbidités et sur l'inflammation. Alors, vous avez surtout un effet sur l'activité physique et Ouais. donc sur l'amélioration en fait de la fonction globale et puis la perte de poids. Donc, par exemple, on a une filière, on a un hôpital de jour dédié à la goutte qui s'appelle Feel-Goutte. Et Ouais. dans l'hôpital de jour, on a le passage donc, du rhumatologue qui fait l'écho, qui valide le diagnostic, qui donne des recos. On a une nutritionniste et on a un kiné qui fait de l'activité, qui donne des conseils d'activité physique, essentiellement pour l'aspect cardio-métabolique. D'accord. Mais on ne changera pas la maladie en soi, enfin le taux Ah non. d'acide Il n'y urique. a pas d'effet de l'activité physique sur l'uricémie. D'accord. Non. Ok. Bien tenté, Célia, mais non. Je tente, hein. On tente toujours en tant que kiné. Vous n'enverrez pas de malade pour la couche. Si vous prenez des lombalgiques, là, je veux bien. Ça. Ou des épaules. Si vous aimez bien les épaules, je veux bien. Vous savez, pour les recentrages dynamiques de la tête humérale, trucs comme ça. On prend de tout au cabinet. Moi, les dos, ça va. Les épaules, je les laisse à mes collègues. Voilà. Je parle des kinés. Les podologues, maintenant, j'en ai un. Donc, voilà. Il y en a un deuxième avec Bertrand Maillère. Mais je n'ai pas les adresses, de toute façon. Bon, bah, écoutez. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre participation. Et bonne fin de soirée. Et puis, si vous Bonne soirée. souhaitez recevoir le replay, n'hésitez pas à nous écrire, on vous enverra l'accès. Le replay, mon coco.